Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. En ce moment je n'arrête pas de vous en tourner parce que j'ai fait beaucoup de lectures au mois de juillet et donc voilà, il faut que je vous en parle tout de suite avant de trop oublier. Je ne vous cache pas que pour les deux premiers livres dont j'aimerais bien vous parler, je suis allée relire les résumés pour me remettre un petit peu les prénoms des personnages et les titres en l'occurrence, parce que autant le titre de la saga je l'ai, mais le titre du roman pas forcément. D'ailleurs j'espère que là je viens de le lire et je m'en souviendrai quand je vous les présenterai. Bref, et du coup j'ai tellement lu que là en fait je vais vous présenter 3 romans, essentiellement parce que j'ai lu un tome 1 et un tome 2 et donc je vais les mettre ensemble, surtout que je les ai lus sur 48 heures, donc globalement voilà, c'est presque comme si c'était qu'une seule lecture et donc voilà, tout simplement. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors, premier livre dont j'aimerais bien vous parler, donc premier et deuxième livre on va dire, même si je vais faire quand même l'un après l'autre. Je me suis lancée dans une nouvelle saga de fantasy version Fae et j'ai commencé la saga La Rage des Fae d'Aletha Thorne. Je ne sais pas dans quelles éditions puisque moi je les ai lus sur ma liseuse et donc le tome 1 c'est Le baiser du prince de sang. Je crois que c'est ça le titre. Dans cet univers de fantasy là, ça fait plus de 1000 ans que les Fae sont bloqués dans le monde des Fae. Il y a 3 frères qui sont princes des Fae qui ont subi une malédiction et petit à petit cette malédiction elle va les contraindre à mourir en fait. Et là on sent que Kane, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le premier, l'aîné, il est sur la toute fin de sa malédiction. Là ça fait 1000 ans qu'il est maudit et il sait qu'il va lui rester quelques années vraiment à vivre, mais sinon il est en train de mourir. Mais son but ultime c'est de reprendre son emprise sur l'Angleterre. Et il se trouve qu'à un moment donné ils vont réussir à rouvrir le portail entre Faerie et l'Angleterre. Les Fae vont déferler sur l'Angleterre et ils vont commencer à se venger tout simplement. Et Kane va tomber sur Elise dans un métro, qui est la seule à ne pas tomber sous l'emprise des Fae. Parce que tous les autres humains qui sont dans le métro, ils vont s'entretuer du fait de la magie des Fae. Ils vont même pas se rendre compte qu'il y a des Fae. Elle va le voir et du coup il va décider de l'enlever. Il sait pas trop pourquoi, il se dit que c'est bizarre mais pourquoi pas. Et va commencer l'histoire d'Elise auprès des Fae, puisque du coup elle est retenue en captivité. Et petit à petit on va se rendre compte que le sang d'Elise peut mettre un terme à la malédiction du sang de Kian, qui doit boire du sang pour survivre. Et il va se rendre compte qu'en fait petit à petit, s'il boit son sang à elle, sa malédiction va disparaître en fait. Et globalement voilà le résumé de base. J'avais très envie d'un univers de Fae, il me faisait de l'œil, franchement il me faisait de l'œil et je me suis dit pourquoi pas. Et je peux vous dire que je crois que j'ai mis 26 heures. 26 heures c'est en comptant le dodo, le fait de manger et le fait d'aller travailler. Parce que j'ai lu ce tome-là, voilà, en 26 heures. On retire à peu près 7 heures de sommeil, on retire à peu près 1 heure pour manger midi et soir. Et j'ai quand même lu au boulot. Je vous cache pas que quand il y avait personne, je ne pouvais pas lire mon livre audio que j'écoutais à ce moment-là. Il fallait que je poursuive le tome 1 de La Rage des Fae tellement c'était addictif. Alors, c'est clairement pas l'écriture du siècle. C'est clairement pas l'histoire du siècle non plus. D'ailleurs, je ne le mets pas en coup de cœur. J'ai adoré ma lecture, mais je ne le mets pas en coup de cœur. Mais c'était quand même très addictif. Et ce que je trouve vraiment très bien, Kian, c'est, on va dire, le premier prince, celui qui... Il est même roi. Je sais pas si on dit qu'il est prince ou s'il est roi. Bref, c'est lui qui gère les Fae. On dit que sur le champ de bataille, il est très cruel et très violent. Il a une soif de sang en fait qui est aussi un petit peu liée à sa malédiction. Et on sait que c'est quelqu'un de très violent. Et pour autant, en amour, c'est un compagnon, c'est un amant qui est très sensible à sa compagne. Et je trouve ça très bien parce que
Il n'y a pas le côté en fait Élise, parce qu'on le sait hein, dès le départ qu'il va y avoir une romance entre Kian et Élise, qui est une humaine. Élise, elle va savoir que c'est un commandant, c'est un général qui fait des actes horribles sur le champ de bataille, mais il va pas y avoir il est pareil dans l'intimité, il est pareil avec elle, et du coup, elle va quand même tomber amoureuse parce qu'il a un charme fou, parce que voilà. Et c'est ce que je vais reprocher énormément dans certains livres, c'est ce côté-là, parce qu'elle est consciente que c'est un commandant qui est cruel, tout ça, tout ça, tout ça, mais elle voit aussi la bonté qu'il va avoir dans certaines situations et surtout la bonté qu'il va lui témoigner, tout simplement. Il va faire en sorte qu'elle soit bien, qu'elle ait tout ce qu'il lui faut, il va répondre à ses moindres désirs, même des désirs qu'elle ne verbalise pas, il va juste se rendre compte de comment elle l'est. Et je trouve ça vraiment très bien parce que du coup, l'histoire d'amour et le lien qu'il va y avoir entre eux, alors on sait que c'est un lien qui est un petit peu magique aussi, on l'apprend après dans le récit, par rapport à la malédiction, tout ça, bref. Mais il y a aussi le lien qui est très fort et qui est cohérent. Je trouve ça très cohérent. Donc clairement, là, on est sur de la romantasy. Là, en gros, le fil conducteur de cette histoire, c'est la romantasy. Et il va y avoir un tout petit côté politique de savoir est-ce que l'Angleterre va réussir à décimer les Fae? Est-ce que les Fae vont réussir à reprendre l'Angleterre? Est-ce qu'il va y avoir un terrain d'entente ou pas? Il y a ce petit côté-là, mais sinon, globalement, c'est vraiment de la romantasy. Donc, si vous n'aimez pas la romantasy, passez votre chemin parce que c'est vraiment le point majeur de ce roman. Et ça a été écrit pour ça. On a rajouté un petit peu de côté politique, histoire de diluer toute cette romance. Mais sinon, c'est vraiment clairement de la romantasy. Et j'ai adoré ma lecture. Et voilà, ça se lit tout seul, mais vraiment tout seul. Je pense qu'en papier, ils sont pas très très gros non plus. Ils doivent faire dans les 300 pages, 300 ou 400 pages, peut-être 350, voire même 280. Donc franchement, pas si gros que ça, ce qui aide aussi à avoir une frénésie de lecture. Et donc, comme vous avez pu le comprendre dans l'introduction, évidemment que quand j'ai terminé ce tome 1 avec Kane, du coup, donc le frère aîné, il a fallu que j'enchaîne avec le tome 2, qui est Le cœur du prince de l'hiver. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Donc toujours d'Aletha Thorne, toujours de la saga La Rage des Fae. Voilà, j'avais vraiment besoin de continuer. Et donc celui-ci, je l'ai lu en moins de 24 heures, hein, clairement. Avec toujours... Ah ben non, il n'y a pas eu de dodo entre-temps, parce que comme je l'ai enchaîné directement après, il y a eu du boulot, mais j'ai lu au boulot. Et frénésie de lecture, hein, vraiment frénésie de lecture aussi. Cette fois-ci, on est avec Bane, qui est du coup le deuxième frère qui est maudit aussi. Mais cette fois-ci, sa malédiction, en fait, c'est que son cœur, petit à petit, il est en train de se glacer jusqu'à temps qu'il ne batte plus, tout simplement. Et Élise, du premier tome, qui devient sa belle-sœur, hein, clairement, puisqu'il y a une romance avec son frère aîné, donc forcément, ça devient sa belle-sœur. Par le lien romantique, on va dire. Bref, elle va faire des recherches parce qu'elle est passionnée de lecture et elle va se rendre compte qu'il y a une dague qui appartenait à Odin, qui a été perdue, on n'en parle même pas énormément. Et cette dague, je crois qu'elle peut briser les statues de glace ou je sais pas quoi. Et bref, elle se dit que ça pourrait être bien de le tenter, de potentiellement plonger cette dague dans le cœur de Bane et ainsi de... mettre fin à cette malédiction puisqu'il ne veut absolument pas trouver sa compagne, il ne veut pas d'histoire d'amour du tout, donc voilà, ça permet de mettre fin à cette malédiction parce que elle aime bien son beau-frère quand même, Élise, parce que même s'il est un petit peu ronchonchon, il est quand même sympathique et puis c'est quand même le frère de son chéri. Bref, donc elle va mettre en relation Bane du coup avec Freya qui est antiquaire, qui a un vrai don pour retrouver les antiquités, pour découvrir les objets qui sont cachés et qui sont presque perdus. Et donc elle les met en relation pour qu'ils essayent de retrouver cette dague. Et globalement c'est ça le tome 2, hein, c'est la rencontre entre les deux, la recherche qui va se faire sur cette dague. Et également un petit trafic de créatures magiques, il me semble que c'est des elfes qui sont comment dire, marchandés et enlevés, tout ça. Donc ils vont partir en enquête pour savoir qui les enlève, comment c'est possible. Et voilà,
On se doute qu'il va y avoir une histoire d'amour entre Freya et Bane parce que, bah, en fait, c'est le tome 2, c'est la même chose. C'est comment est-ce qu'on va mettre fin ou pas à la malédiction. C'est de la romantaisie pure et dure. Et j'ai adoré, adoré, adoré ma lecture aussi. Franchement, c'est tout pareil que pour le tome 1. C'est pas l'écriture du siècle, c'est pas l'histoire du siècle, mais c'est si addictif. Et en plus, Bane, je le trouve trop cool, encore mieux que Kian, je pense. Et c'est vraiment un compagnon de qualité. Mais vraiment, 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 vraiment un compagnon de qualité. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il a le côté ronchonchon que j'aime bien aussi. Mais je l'adore de folie, en fait. Et le personnage féminin, donc de Freya, elle est super chouette aussi, en fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai aussi apprécié un des contacts de Freya qui est un petit peu rigolo et donc ça met un petit peu de, voilà, de peps là-dessus et non franchement je vais pas m'étaler plus que ça parce que c'est tout comme pour le tome 1 en fait, les mêmes points positifs. Alors je vais pas dire les mêmes points négatifs parce que pour moi c'est pas vraiment des points négatifs, c'est juste que voilà, quand on se lance dans cette saga on sait qu'on va vers de la romantaisie, ce qui me convient parfaitement. Parce que là, en l'occurrence, j'avais envie d'une romantaisie, donc voilà. Mais voilà, trop chouette. Si vous avez envie de vous lancer dedans, si vous avez envie d'une romantaisie faille humaine, et ben allez-y sans problème. Et pour le coup, j'ai récupéré le tome 3 en début de semaine, donc je pense que ce sera ma prochaine lecture quand j'aurai fini le livre que je suis actuellement en train de lire. Je pense que je serai en frénésie de lecture aussi, et c'est pas plus mal parce que j'adore être en frénésie de lecture. Bref, si vous avez envie de vous lancer dedans, n'hésitez pas une seule seconde. Et du coup, on va passer au troisième roman que j'ai lu, et là, franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. On va partir dans un domaine, dans un univers complètement différent. On n'est pas du tout sur les failles. On est quand même sur du fantastique. Et donc, j'ai enfin lu La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. J'avais commencé tout début juillet à le lire sur ma liseuse. Et en fait, il se trouve que ma maman m'a acheté la version reliée avec le jaspage incroyable. Et dès que je l'ai récupéré, en fait, j'avais mis en pause, en fait, j'avais lu 2 chapitres, j'avais mis en pause, et quand je l'ai récupéré en papier, je l'ai repris, et je l'ai repris dans cette édition-là. Ça a été un vrai plus de lire avec le jaspage, parce que, voilà, je vais vous montrer, mais quand on lit, on a vraiment, je sais pas, en fait, c'était vraiment un vrai plus de voir le jaspage au fur et à mesure que je tournais les pages. Trop agréable. Bref, je vous fais un topo sur le résumé. On va suivre Linus Baker qui est en gros contrôleur d'orphelinat pour enfants particuliers. En gros, sa mission c'est d'aller inspecter les orphelinats, de voir si les enfants sont bien traités, s'ils ne manquent de rien, s'ils se sentent bien, si les directeurs de ces orphelinats-là sont compétents. Et il remet un rapport au ministère de la Jeunesse Magique qui va décider ou non de fermer l'orphelinat. Et voilà. Un jour, Linus va être convoqué chez les cadres extrêmement supérieurs de cette organisation-là qui vont l'envoyer en fait là-bas, donc dans un orphelinat qui est classé en grade 4, donc avec des enfants qui sont très dangereux, que personne ne connaît parce que c'est tellement des sujets sensibles que voilà, il faut vraiment garder leur existence secrète. C'est pour ça qu'ils sont sur une île un petit peu abandonnée et cachée de tous. Et en fait, ils veulent savoir si le directeur, donc Arthur, est capable en fait de gérer ces enfants-là. C'est une expérience, on va dire. Est-ce que c'est faisable que Arthur puisse gérer ces enfants-là? Et donc voilà, il est envoyé en mission. On va quand même lui donner un dossier sur qui sont les enfants, les capacités qu'ils vont avoir. Et on lui demande de rester 1 mois sur place, d'envoyer des comptes rendus toutes les semaines. Et à la fin, de savoir est-ce que l'orphelinat doit être fermé ou non. Voilà, globalement, c'est ça
Le pitch de base, alors je vous cache pas que TJ Klune, j'avais adoré, 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 coup de cœur monumental pour Sous la porte qui chuchote et je voulais vraiment découvrir la maison au milieu de la mer céruléenne parce que tout le monde en dit énormément de bien et je voulais pas mourir idiote, surtout que j'avais adoré le premier roman que j'avais lu de l'auteur, donc voilà, je voulais me lancer dedans même si c'est quand même un beau bébé. Le début, comme pour Sous la porte qui chuchote, c'est très long à se mettre en place. Il a vraiment un style qui fait que c'est long. C'est pour ça que j'ai mis 1 semaine et demie, je crois, de pause entre les 2 premiers chapitres et tout le reste. Ça m'a pas dérangé parce que vraiment c'est très lent, très pépère. On plante le décor tranquillement pour essayer de bien poser le personnage de Linus en fait et voilà, j'ai poursuivi ma lecture après sur les quelques chapitres et jusqu'au moment où il arrive sur l'île, voilà, c'est pépère tranquille. Et à partir du moment où il pose les pieds sur l'île, c'était incroyable. C'était magistral, c'était fantastique. Je suis pleine de frissons en vous en reparlant. J'ai encore un petit peu un sursaut de tristesse d'avoir quitté les personnages parce que les 6 enfants qui sont sur cette... Non mais vraiment j'ai trop de la chair de poulet là. Les 6 enfants qui sont sur cette île sont extrêmement dangereux. Tous, ils ont tous leurs caractéristiques propres. J'aurais presque envie de vous montrer le revers de la couverture pour vous montrer physiquement à quoi ils ressemblent, pour vous donner un petit ordre d'idée. Mais ce serait spoilé parce qu'en fait on s'y attend pas. On découvre petit à petit les enfants au même titre que Linus. Le personnage de Lucie, c'est le premier qu'on va découvrir parce qu'il va lire l'affiche juste avant d'arriver sur l'île. Et là déjà ça plante le décor, savoir ce qui est l'enfant Lucie. Les pouvoirs qu'il va avoir et la dangerosité de cet enfant qui n'a que 6 ans je crois, c'est fou en fait, c'est vraiment fou et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais franchement, vous n'imaginez même pas à quel point je me suis attachée au personnage. Tous ces enfants, j'avais envie d'être avec eux, j'avais envie de les serrer contre moi, j'avais envie de leur apporter tout mon amour. Le directeur, Arthur, je l'ai adoré aussi. Il a un petit côté flegmatique, mais tellement aimant. Il les aime, ces enfants. Il veut leur apporter le meilleur. Bref. TJ Klune, c'est vraiment un virtuose de l'écriture. C'est toujours, j'en sais rien, c'est que le deuxième que je lis de lui, mais j'ai envie de vous dire, c'est toujours des récits qui traitent des choses très importantes dans une vision un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir quand même. Je trouve que c'est quand même une patte et un type de récit qui est quand même vachement différent de tout ce qu'on peut lire d'habitude, tout simplement. C'est ça qui fait sa différence, sa force, sa qualité, tout ce que vous voulez. C'était vraiment, mais vraiment magistral. Je vous le conseille chaudement si vous avez envie de vous attacher, si vous avez envie de partager un moment beau, doux, palpitant aussi, parce que dès qu'il est sur l'île, mais je vous cache pas que j'ai eu une frénésie de lecture aussi. Et d'un autre côté, j'avais envie de le faire durer parce que plus je m'approchais de la fin, et je voulais quand même savoir ce qu'il allait se passer à la fin, mais je voulais pas les abandonner. Ça m'a brisé le cœur de les abandonner, vraiment, parce que je voulais être dans l'orphelinat, je voulais vivre leur quotidien, je voulais pouvoir leur faire plein de câlins et même s'ils sont de grade 4, ils sont tellement attachants et c'est un message tellement fort sur le racisme, sur la discrimination. C'est puissant comme pas possible et voilà, vraiment topissime. Comme pour Sous la porte qui chuchote, on a aussi une petite romance mais qui est vraiment, là pour le coup, autant pour La Rage des Fae, c'est la romance, la trame de fond. Là c'est vraiment un tout petit truc en arrière-fond qu'on n'y prête même presque pas attention tellement c'est mimi, mais c'est pas très présent, c'est pas le sujet du livre en fait. Et là quand je vois la tolérance pour certains personnages, c'était fou. Et je pensais que c'était un one-shot et je crois que le tome 2 est sorti en anglais. En tout cas, j'ai vu la couverture passer en anglais sur Instagram il y a 2 jours, je crois. Bah, je vous cache pas que même si je m'étais dit si il y a une suite et tout, je lirai que le tome 1, ça devrait suffire, tout ça. Ah non mais
Non, non, évidemment que je lirai le tome 2, évidemment que je veux retourner auprès de ces enfants, je veux retourner dans cette maison, sur cette île qui est incroyable et je veux voir le nouvel arrivant parce que donc il y a 6 orphelins dans ce foyer même parce que comme le dit très justement Linus, il faut arrêter d'appeler ça des orphelinats parce que l'orphelinat ça sous-tend qu'à un moment donné c'est possible d'être adopté alors que tout le monde sait que ces enfants-là ils ne seront jamais adoptés donc c'est terrible de dire que c'est un orphelinat, non c'est un foyer. Il va y avoir un nouvel enfant qui va arriver et j'ai trop hâte, mais vous n'imaginez même pas comme j'ai trop hâte de voir comment ça va se goupiller, comment il va être, comment il va s'intégrer au groupe. Voilà, trop hâte. Alors je vous cache pas que j'ai peur d'être déçue parce que j'ai tellement aimé ce tome 1 que j'ai peur d'être déçue du tome 2, mais franchement, si vous n'avez pas encore découvert La maison au milieu de la mer Cyruléenne, foncez parce que c'est une pépite, c'est un coup de cœur monumental pour moi et je l'aime d'amour et je suis si heureuse que ma maman me l'ait offert en version grelier parce que franchement ce jaspage, mais il est juste incroyable et ça donne un moment de lecture qui est fou et si le tome 2 il est en relié avec un jaspage pareil, je le prendrai en relié et ce sera un des rares livres que j'achète en papier avant même de l'avoir lu parce que là c'est juste dinguissime en fait. Donc voilà pour La maison au milieu de la mer Cyruléenne de TJ Klune. Je vais m'arrêter là sinon je pourrais être en boucle pendant des heures sur le fait que ce soit incroyable et qu'il faut lire ce livre là. C'était juste trop bien donc allez-y les yeux fermés, c'est une pépite. Et donc voilà pour cette update lecture, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà un petit peu plus long. Je vous parle de 3 romans donc forcément c'est un petit peu plus long. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!